Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à ce 20h sur Twi TV, 20h dont voici les titres. Au moins 15% de la commande publique sera attribuée aux PME en tant que petites et moyennes entreprises. C'est ce qui ressort de la loi d'orientation de promotion des PME et de la charte des PME du Burkina Faso. La tournée d'information de cette charte a effectué l'étape Gawa. Et puis l'accès des enfants à l'école et la promotion de leurs droits était au cœur d'un atelier de formation à Korsimoro, une initiative de Build On qui reste très engagé sur ces aspects depuis plusieurs années au pays des hommes intègres. Et enfin, hors de chez nous, opération militaire contre la Syrie. Washington a procédé à des frappes au pays de Bachar al-Assad en coordination avec la France et le Royaume-Uni. Les forces occidentales ont visé 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien. Nous l'annoncions en titre, le 3 avril dernier, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat procédait au lancement des ateliers de diffusion de la loi d'orientation de promotion des PME en tant que petites et moyennes entreprises de la charte des PME au Burkina Faso. Le ministère, justement, à travers la Direction générale de développement industriel, a eu à organiser une tournée d'information de la charte des PME dans les 12 chefs-lieux de région du pays, ou plutôt une tournée qui est en cours. L'étape Gawa s'est achevée hier. Abdoulaye Konaté, notre porteur, y était et nous propose ce compte-rendu. Les petites et moyennes entreprises PME occupent 80% du tissu économique de notre pays. Cependant, les PME font face à des contraintes, notamment au financement et à la commande publique. Signée depuis le 5 janvier passé, la charte des PME du Burkina Faso, le ministère en charge du commerce a lancé des ateliers régionaux de la loi d'orientation des petites et moyennes entreprises et la charte des PME. Pour cette tournée de présentation dans la région du Sud-Ouest, c'est la ville de Gawa qui était à l'honneur. Il faut reconnaître que de nos jours, l'économie repose sur les petites et moyennes entreprises dans notre pays. La région du Sud-Ouest est spécifique. Nous savons qu'il y a une certaine ébullition, en tout cas un accroissement de ces activités économiques. D'où l'importance d'organiser cet atelier. C'est un atelier qui va permettre à nos promoteurs de s'approprier le contenu de ces textes législatifs et réglementaires. Pour les acteurs concernés, la mise en œuvre de cette loi d'orientation et de cette charte va permettre de redynamiser le secteur de l'économie. Alors, il faut dire que la région du Sud-Ouest, à l'image de toutes les autres régions du Burkina, une région en tout cas où il y a une forte densité au niveau donc, des secteurs, du secteur des petites et moyennes entreprises. Voilà, donc dire comment ça se porte, en tout cas c'est à l'image de l'économie du Burkina. Et c'est d'autant une joie pour nous ce matin de nous retrouver autour donc, de cette charte-là qui, on espère, va davantage, en tout cas, impulser un développement au niveau donc, des petites et moyennes entreprises. Pour les formateurs, tout cela est mis à l'actif du gouvernement en faveur des PME. Donc, il faut dire que déjà, nous avons des mesures qui existent déjà en faveur des PME. Il y a des faveurs fiscales qui sont accordées aux PME. L'État a fait un effort en créant des fonds. Il y a plusieurs fonds, le FASI, FABE et même des fonds pour accompagner l'initiative des femmes. Donc tous ces fonds déjà sont des cadres, sont des instruments qui accompagnent les PME et qui permettent vraiment une promotion des PME et PMI. Ces ateliers régionaux de diffusion de la loi d'orientation et de la charte des PME va s'étendre sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso et ce du 9 au 13 avril. Les acteurs de l'ONG, plutôt les acteurs de l'éducation, ont clos hier vendredi un atelier à Korsimoro sur le droit des enfants. L'accès des enfants à l'école était au cœur des échanges, notamment entre autorités locales, acteurs du secteur et parents. L'ONG Build On, qui est présente au Burkina Faso depuis en gros 4 ans, en est l'initiatrice. Et rappelons aussi que cette ONG accompagne l'État burkinabé dans sa politique d'offres éducatives en facilitant l'accès à l'école aux enfants issus de milieux défavorisés. Réunis à Korsimoro en atelier d'échange et d'information, ces acteurs de l'éducation se sont imprégnés sur le droit des enfants. Conformément à sa mission qu'elle s'est assignée, l'ONG Build On, initiatrice de cette formation, veut accompagner l'État burkinabé dans sa politique d'offres éducatives en facilitant l'accès des enfants à l'école et aussi dans la promotion de leurs droits.
À la sortie de cet atelier, nous voudrions que tous nos partenaires connaissent davantage leur rôle et responsabilités en matière d'éducation de l'enfant et le suivi scolaire et surtout la rétention et surtout vraiment respecter les droits des enfants. Les causes des échecs scolaires, le rôle et la responsabilité des parents, de l'État, des collectivités territoriales et aussi des enseignants dans la promotion des droits des enfants. Voilà autant de thématiques qui ont été abordées pendant cette rencontre de renforcement de capacités. L'enfant, c'est la cible une cible commune des parents, de l'État, de la communauté, des collectivités. Voilà, donc c'est une cible où les acteurs doivent se retrouver pour pouvoir vraiment trouver les solutions, voir que faire pour que cet enfant et ces enfants demeurent à l'école, ou ceux qui sont déjà hors de l'école reviennent à l'école. La place de l'enfant, c'est l'école et non ailleurs. L'ONG Buildon intervient aussi dans le domaine de la construction des écoles, toute chose qui a mis un frein à la prolifération des classes sous paillotes, notamment dans la région du Centre-Nord. Nous avons beaucoup de classes sous paillotes, mais avec aujourd'hui Buildon, particulièrement nous, à notre niveau, nous n'avons plus de classes sous paillotes. Et ça, c'est grâce à Buildon. Depuis qu'ils sont arrivés en 2015, moi j'étais à près d'une douzaine de classes sous paillotes, mais aujourd'hui, il me reste seulement 2 classes qui sont sous paillotes et ils sont en train de voir dans quelle mesure ils vont construire cette école-là également. Donc, en termes d'accès, je crois qu'ils ont apporté beaucoup au ministère dans ce domaine-là. Pour les participants, cette formation est la bienvenue, surtout qu'elle a permis de mieux apprécier les enjeux liés à l'éducation des enfants. Cette formation nous a permis de connaître davantage pour ce qui est des droits des enfants. Il s'agit notamment du droit à l'éducation et aussi la nécessité pour chaque enfant d'avoir un extrait d'acte de naissance. Lors de cet atelier, nous avons également appris comment soutenir nos enfants tout au long de leur cursus scolaire pour de meilleurs résultats. Présente au Burkina Faso depuis 2014, l'ONG Buildon a à son actif plus de 70 bâtiments construits dans 6 régions au profit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour cet atelier de formation, 10 villages de Korsimoro et de Boussouma ont été concernés. Le salon des études marocaines de Ouagadougou, en abrégé CEMO, vient de voir le jour. C'est un cadre d'orientation, de sensibilisation pour les jeunes élèves et étudiants qui désirent poursuivre leurs études au Maroc, notamment pour ce qui est du choix des filières et aussi des universités. Et cette idée est de l'association des étudiants et stagiaires burkinabés au Maroc. Elle a donc procédé à l'inauguration de ce salon qui se tient aujourd'hui et demain, donc en présence de nombreux élèves et étudiants venus s'enquérir justement des réalités des études marocaines. Depuis quelques années, le royaume chérifien est devenu la destination prisée de nombreux étudiants burkinabés. Avec ou sans la bourse, ils sont nombreux ces jeunes burkinabés qui rêvent d'étudier au Maroc. Mais le chemin est plein d'embûches. Et c'est pour cela que l'association des étudiants et stagiaires burkinabés au Maroc initie le salon des études marocaines de Ouagadougou. Trouver un logement quand on arrive au Maroc et qu'on ne connaît pas quelqu'un, c'est assez difficile. Il faut connaître les processus de régularisation. Et il faut connaître qu'on est un peu loin culturellement. Donc au début, il y a toute une difficulté à s'intégrer en fait. À travers ce salon, les participants auront les informations idoines par rapport à la vie au Maroc et également par rapport à l'orientation. Et également les informations par rapport aux inscriptions dans le privé, avec la présence d'un certain nombre d'établissements. Et ce n'est pas l'ambassade du Maroc au Burkina qui dira le contraire. Elle réaffirme tout son engagement. Notre objectif avec nos amis burkinabés et dans le cadre de la coopération bilatérale, c'est de faire en sorte, bien entendu, nous serons toujours très heureux d'accueillir des étudiants burkinabés. La question n'est pas là. La question, c'est justement, comme l'a expliqué M. le ministre de l'Enseignement supérieur, d'offrir davantage sur place. Et le Maroc est totalement disposé à soutenir le Burkina sur cette voie. Lui, il est invité à inaugurer ce salon en sa qualité de ministre des Infrastructures, mais aussi et surtout avec une casquette d'ancien étudiant burkinabé ayant étudié au Maroc. Je recommande aux élèves de s'inscrire dans des filières qui correspondent réellement aux besoins du Burkina Faso. Dernier conseil, une fois les études terminées,
je leur demande de rentrer au Burkina Faso comme nous l'avons fait et nous ne regrettons pas d'être rentrés. Et à l'occasion, de nombreuses universités et instituts du Maroc ont effectué le déplacement à Ouagadougou pour échanger sur leurs conditions d'inscription avec les élèves et étudiants venus de plusieurs écoles de la capitale burkinabé. La route reliant la cité universitaire de Kossodo à la RN3 sera réhabilitée. Les travaux coûteront 290 millions de francs CFA. L'engagement en tout cas a été pris par le chef de l'État pour que l'ouvrage soit livré cette année même. Le ministre des Infrastructures qui a lancé les travaux a promis la construction d'un château d'eau pour soulager les étudiants. Ces derniers justement ont témoigné la joie de voir ces projets débuter. Youmandia Bachir Doussa, notre reporter, y était. Alors, croyez-moi, le président Roch-Marc Christian Kaboré m'a dit « Je veux qu'avant la fin de cette année 2018, cette route soit bitumée et éclairée. » 10 ans après la construction de la cité universitaire de Kossodo, elle sera enfin désenclavée du reste de la capitale burkinabé grâce au lancement des travaux de bitumage du tronçon reliant cette cité à la RN3. Longue de 1,230 km, cette route qui va être réhabilitée va coûter environ 290 millions de francs CFA au compte du budget de l'État burkinabé. Oui, ça fait toujours plaisir de savoir qu'une lutte paye, que ce qui a fait l'objet d'une longue revendication, parce que la cité c'est depuis 2008, donc depuis 2008 nos aînés se sont battus pour qu'il y ait une voie d'accès. Aujourd'hui, nous avons eu la chance que cela se réalise donc sous notre mandat. Nous ne pouvons qu'être fiers et féliciter le gouvernement donc pour cette grande action en faveur des étudiants et espérer que les travaux, il y aura une vigilance en ce qui concerne la rigueur donc de ces travaux. Après avoir salué les efforts du gouvernement, les étudiants ont par ailleurs invité les autorités burkinabées sur d'autres chantiers du développement et du bien-être des locataires de cette cité. Donc une cité en plein cœur de la zone industrielle, sans clôture, donc c'est le danger, le danger qui plane sur nous est très imminent. Mais pour ce qui concerne cette cité, l'élément basique, c'est la construction d'une clôture. Heureusement que là encore, je pense que les engagements ont été pris pour qu'on puisse nous trouver une clôture. Ajouté à cela, nous avons jugé aussi bien qu'on puisse doter la cité d'un château d'eau. Nous nous engageons, Al-Kassoum et moi, c'est ce qu'il m'a soufflé tout à l'heure à l'oreille, que le château d'eau sera une réalité juste après la fin des travaux de bitumage. Le bitumage et l'éclairage des voies d'accès à la cité de Kossodo s'inscrit dans la dynamique de faciliter la mobilité des étudiants et aussi de leur préserver de certains dangers nocturnes. Actualité concernant le monde universitaire toujours, mais sentiments différents cette fois. L'UNEF, Union nationale des étudiants du Faso, a égrené face à la presse hier vendredi son chapelet d'insatisfaction et de dysfonctionnement au sein de l'université, non-respect des calendriers, absentéisme d'enseignants déjà peu nombreux, délibération tardive des procès-verbaux. Mais à côté de tout cela, un autre chapelet, celui de revendication, l'augmentation de l'aide et du prêt phonaire, l'opérationnalisation du site Ouaga 2, une ambulance dans toutes les universités publiques. Plus de détails avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Chevauchement des années académiques, qualité de l'enseignement en baisse, conditions de vie délétères, c'est un tableau plus que sombre que peint ici l'Union nationale des étudiants du Faso de la situation qui prévaut dans les universités publiques du Burkina. Et à l'en croire, l'année académique en cours est l'ombre des maux des précédentes années. Et contrairement à ce qu'a affirmé le Premier ministre Paul Kaba Thieba à l'hémicycle, rien ne va dans l'évolution des choses. Pire, les universités publiques s'assombrissent d'année en année. Certains enseignants sabotent la formation des étudiants sans être inquiétés. À cela s'ajoute le non-respect du calendrier universitaire, l'absentéisme des enseignants, la répartition non maîtrisée des salles de cours, la remise des copies et la délibération tardive des procès-verbaux. Le nombre insuffisant d'enseignants avec 1264 enseignants pour 110 000 étudiants confère le document de l'ex-ministre Filga Michel février 2017. Au regard de ce qui précède, nous nous posons les questions suivantes. À quand l'effectivité du site Ouaga 2? À quand la fin de la précarité des conditions d'études des étudiants de l'université Ouaga 2? Après de longues années de lutte pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, c'est avec amertume que l'UNEF dit constater l'arrêt des activités pédagogiques à l'université Ouaga 2 depuis le 7 février dernier, suite à la question du master pour tous.
Et au regard de tous ces problèmes et face à la cherté de la vie, l'Union nationale des étudiants du Faso exige l'augmentation de l'aide et du prêt fourné, une ambulance dans toutes les universités publiques, l'opérationnalisation du site de Ouaga 2, l'inscription en ligne et l'informatisation des données universitaires, l'équipement en matériel des laboratoires, la construction des salles de ressources informatiques adéquates, la mise en place effective d'un comité de suivi et de correction. L'Union nationale des étudiants du Faso interpelle par ailleurs le ministre de tutelle et les autorités politiques à se pencher sérieusement sur la question de l'éducation. Car pour elle, ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui la concerne, c'est faire preuve de coupable indifférence pour l'avenir de la nation. La ministre de l'économie, des finances et du développement, Rosine Koulibaly, et l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne auprès du Burkina Faso, Jean Lamy, ont procédé hier vendredi 13 avril à Ouagadougou à la signature d'une convention de financement. Son montant, 28 millions d'euros, c'est-à-dire en gros 18 milliards 340 millions de francs CFA. Cet effort devrait contribuer à une ambition très claire, celle de la transformation de l'économie du Burkina Faso, mais aussi de la création de la valeur ajoutée au niveau local. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la ministre de l'économie et des finances. 28 millions d'euros, soit plus de 18 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière allouée au Burkina Faso par l'Union européenne à travers l'Agence française de développement et le Royaume du Danemark. Cette somme servira à mettre en œuvre le projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles VAFA. Objectif, accroître, intensifier et améliorer la qualité de l'offre des produits agro-silvopastoraux dans le domaine de l'application du droit, des affaires et de la réglementation concernant les normes et la sûreté alimentaire. Vous savez qu'il y a encore trop de produits qui sont produits par le Burkina Faso et qui ne sont pas transformés au Burkina Faso. Et donc, à chaque fois qu'il y a une transformation dans le pays d'un produit, je pense, je ne sais pas, le jus de mangue, le miel, la transformation de différents produits, ce qu'on appelle les industries agroalimentaires. Et il y a de la richesse qui est créée et qui bénéficie à tout le monde. Et donc, nous sommes très contents, à côté de l'Union européenne, nous sommes très contents d'accompagner le Burkina Faso, à la fois pour sa politique de développement du secteur agricole pour améliorer la sécurité alimentaire de tous les Burkinabés et aussi pour accompagner la modernisation du secteur agricole. Ce projet VAFA permettra ainsi au Burkina Faso de transformer et valoriser les produits agro-silvopastoraux, l'une des politiques agricoles inscrites dans le Plan national de développement économique et social, PNDS. Le PNDS, l'objectif qui était affiché, c'est de passer d'un niveau de 12% et de transformation agricole à 25%, plus du double. Donc ça, c'est une ambition qui était affichée de façon très claire au niveau du Plan national de développement économique et social. Vous avez un secteur qui occupe 80% de votre population active, le secteur agricole. C'est normal que vous puissiez accorder une importance à ce secteur, mais vous n'allez pas continuer à faire de l'agriculture de la daba comme par le passé. Il faut transformer pour créer plus d'emplois, plus d'opportunités, etc. Donc c'est en fait le but de ce projet de plus de 18 milliards de francs CFA. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent tous azimuts, il s'agit de dépenser l'argent par rapport aux résultats que l'on veut atteindre. Ce projet développement de la valeur ajoutée des filières agricoles couvre la période 2018-2022. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Après plusieurs jours de tergiversation, les États-Unis et leurs alliés sont finalement passés à l'action. Donald Trump, le président américain, a annoncé que Washington avait procédé à des frappes en Syrie, en coordination notamment avec la France et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une réponse directe à l'attaque chimique supposée de samedi dernier. Et cela s'est fait à Douma, ville de la Ghouta orientale, qui est justement à l'est de la capitale syrienne, Damas. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont bombardé la Syrie dans la nuit de vendredi à samedi. Une opération aéronavale coordonnée après l'attaque chimique présumée survenue dans la banlieue de Damas la semaine dernière. Ces frappes aériennes ont visé 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien à Damas et près de Homs, à l'ouest de la Syrie. Le président américain a remercié ses 2 alliés. On n'aurait pas pu obtenir de meilleurs résultats, écrit-il dans ce tweet.
et de terminer par un « mission accomplie ». La réaction combinée des Américains, des Britanniques et des Français à ces atrocités intégrera tous les instruments de notre puissance nationale, militaire, économique et diplomatique. C'est également un message pour les deux gouvernements les plus responsables pour leur soutien, leurs équipements et leur financement du régime criminel de Bachar al-Assad. Selon l'armée russe, les Alliés auraient largué une centaine de missiles, dont un nombre significatif aurait été intercepté par la défense antiaérienne syrienne. Nous avons conclu qu'il était à la fois juste et légal de prendre des mesures militaires avec nos alliés les plus proches afin d'atténuer les souffrances humanitaires en dégradant les capacités du régime syrien en matière d'armes chimiques et en dissuadant de leur utilisation. Il ne s'agissait pas d'interférer dans une guerre civile, il ne s'agissait pas non plus d'un changement de régime. Emmanuel Macron a également justifié dans un tweet l'engagement de la France. Paris a par ailleurs diffusé samedi un rapport intérimaire accusant Damas dans l'attaque chimique de Douma. La ligne rouge a été franchie, explique le président français. J'ai donc ordonné aux forces armées d'intervenir. Compte tenu de l'abomination de l'utilisation d'armes chimiques par Assad, ces mesures prises par les 3 membres du Conseil de sécurité, qui visent spécifiquement le programme d'armes chimiques d'Assad, sont proportionnées et nécessaires. En Italie, le président du Conseil est également monté au créneau pour soutenir la coalition. Je crois qu'après un siècle, après la fin de la Première Guerre mondiale, nous ne pouvons accepter l'idée de l'utilisation d'armes chimiques dans les conflits actuels. Soutenue par l'OTAN, l'intervention en Syrie a été sévèrement critiquée par les alliés de Damas. L'Iran a qualifié les dirigeants américains, français et britanniques de criminels. Quant à la Russie, elle a saisi en urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous restons justement dans la même actualité, parlant des réactions. Le régime syrien a dénoncé aujourd'hui même une violation flagrante du droit international. Le leader syrien a eu le soutien de ses partisans à travers des manifestations aujourd'hui même dans les rues de Damas. Les médias syriens, eux, ont d'ailleurs diffusé des images de Bachar al-Assad serein arrivant au travail. Quelques heures à peine après les frappes occidentales en Syrie, Bachar al-Assad arrive comme si de rien n'était dans ses quartiers. Le gouvernement syrien a diffusé ces images de son leader imperturbable, tout en affirmant que seule une cible sur les 3 visées par les raids aériens avait été endommagée. Dans les rues de Damas, des partisans du régime ont manifesté ce samedi pour condamner cette action militaire coordonnée par les forces américaines, françaises et britanniques. D'après les militaires russes, soutien indéfectible de Bachar al-Assad, la défense antiaérienne syrienne aurait réussi à intercepter 71 des 103 missiles de croisière tirés par les Occidentaux. Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May ont quant à eux réaffirmé que les frappes étaient la réponse adéquate, la seule réaction possible face à l'attaque chimique présumée à Douma qu'ils attribuent au régime syrien. Aux yeux des manifestants venus afficher leur soutien au président Assad, l'opération occidentale serait plutôt le signe de la victoire du régime, après avoir repris le bastion rebelle de la Ghouta orientale, aux portes de la capitale. Le bras de fer qui oppose Londres et Moscou depuis l'empoisonnement de Sergueï et Yulia Skripal à Salisbury le 4 mars dernier n'est pas prêt de s'apaiser. Vendredi, les autorités britanniques ont en effet rendu publique une lettre adressée au secrétaire général de l'OTAN dans laquelle justement sont détaillées de nouvelles accusations contre la Russie. Seule la Russie possède des moyens techniques, l'expérience pratique et des motifs, c'est ce qu'a affirmé le conseiller du gouvernement de Theresa May. 40 jours après l'empoisonnement à l'arme chimique de Sergueï Skripal et de sa fille Yulia à Salisbury en Angleterre, le Royaume-Uni persiste et signe. Pour Londres, ce sont bien les services russes qui étaient à la manœuvre, malgré les dénégations de Moscou. Vendredi, l'ambassadeur russe au Royaume-Uni a accusé le gouvernement britannique d'avoir fait disparaître des preuves. L'enquête est menée de la manière la moins transparente qu'il soit. Le gouvernement britannique refuse de coopérer avec les autorités russes et nous avons l'impression que le gouvernement britannique poursuit délibérément la politique de destruction de toutes les preuves possibles
en classifiant tous les matériaux restants pour rendre impossible une enquête indépendante et transparente. C'est en touchant la poignée de sa porte d'entrée que l'ancien espion russe a été contaminé par un agent chimique. Sa fille aurait ensuite été infectée au contact de son père. Dans un courrier adressé à l'OTAN, le conseiller britannique à la sécurité nationale a révélé vendredi que le père et sa fille étaient tous les deux surveillés depuis au moins 5 ans par les services de renseignement russes et que ces derniers avaient été formés pour manipuler des agents innervants. Pour le conseiller à la sécurité, seule la Russie disposait des moyens techniques, de l'expérience opérationnelle et du mobile de l'attaque contre les Skripal. C'est terminé pour ce rendez-vous d'information. Je retrouve demain, toujours sur TWIT TV, pour un autre 20h.